Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour à tous. On voit partout des signes, hein. Le rachat d'une partie de PSA, le Club Med qui change de main, ou ce contrôle très médiatisé du port du Pirée en Grèce. Oui, c'est vrai que les capitaux chinois sont de plus en plus visibles en Europe. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu tout ça. On a sous les yeux des documents qui nous parlent, des secteurs visés, des stratégies derrière. Hmm. L'objectif, c'est vraiment de décrypter, hein, où est-ce que la Chine investit en Europe, pourquoi, et comment nous, les Européens, on réagit à ça. Tout à fait. Et pour bien comprendre, il faut revenir à la stratégie de l'État chinois. On parle souvent du Go West, cette directive en fait. C'est ça, aller vers l'Ouest. Voilà. C'est Pékin qui pousse ses entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, à investir massivement à l'étranger. Et les chiffres, ils sont assez parlants. Ah oui. On est passé de, tenez-vous bien, à peine 2 milliards d'euros investis hors de Chine en 2002 à une estimation autour de 102 milliards en 2014. C'est énorme comme bond. Ah oui, quand même. C'est vertigineux. Mais au-delà de juste placer de l'argent, c'est quoi la logique profonde derrière ce Go West d'après les sources? Les documents soulignent plusieurs objectifs. D'abord, il y a une vraie quête de technologie, de savoir-faire, ce qui manque peut-être encore un peu à l'industrie chinoise. D'accord. Acquérir des compétences. Exactement. Ensuite, sécuriser l'accès aux ressources, c'est vital, que ce soit agricole, minier, énergétique. Logique. Faire nos marchés. Et aussi, bien sûr, aider leurs grandes entreprises à devenir des géants mondiaux. Et tout ça, souvent avec l'aide de l'État. Oui, et notamment via la China Development Bank, la CDB. C'est la grande banque de développement chinoise qui propose souvent des financements très avantageux pour ces opérations. D'accord, je vois. Bon, si on regarde de plus près, quels sont les secteurs qui attirent le plus ces investissements chinois? Il y a des exemples précis? Oh oui, l'énergie, c'est un gros morceau. On peut penser à State Grid, qui est entré dans le capital de CDB Reti en Italie, pour les réseaux de gaz et d'électricité. Mhm. Ou au Portugal, avec des parts importantes prises dans le groupe énergétique EDP, et même au Royaume-Uni, avec CGN, le géant du nucléaire chinois, qui participe à des projets là-bas. Et ça inquiète un peu, non? Quand on touche aux infrastructures critiques. Oui, clairement, ça pose directement la question de la souveraineté stratégique. Et dans les transports, alors? L'exemple du Pirée en Grèce, avec Costco, est devenu un peu le symbole de tout ça. Ah oui, le Pirée, c'est très médiatisé. Mais il ne faut pas croire que c'est un cas isolé, loin de là. Ah bon? Non, non. D'autres ports très stratégiques, comme Valence en Espagne, Zeebrugge en Belgique, ou même Trieste en Italie, ont vu arriver des investissements chinois importants. D'accord. Et tout ça, ça s'inscrit très clairement dans leur grande stratégie des nouvelles routes de la soie. L'idée, c'est de fluidifier les échanges, bien sûr, à leur avantage. Cette logique d'infrastructure, on la retrouve aussi dans l'automobile, j'imagine. C'est un secteur clé en pleine transformation. Absolument. C'est même un point essentiel. Regardez en Allemagne, Geely, qui prend une part non négligeable dans Daimler, ça a fait parler. Oui. Et puis, il y a cette vague énorme d'investissement dans les usines de batteries pour les voitures électriques, surtout en Hongrie, avec les projets gigantesques de BYD, de CATL. La Chine se positionne vraiment au cœur de notre transition énergétique là. Mhm. La tech aussi, c'est un domaine sensible. On entend parler de tentatives de rachat d'entreprises innovantes, parfois bloquées, non? Comme aux Pays-Bas? Tout à fait. C'est un secteur sous haute surveillance. D'ailleurs, la France et l'Allemagne ont musclé leurs outils pour filtrer ces investissements étrangers dans les domaines jugés sensibles. Oui, on sent une prudence accrue. C'est ça. Et le cas Huawei, avec la 5G, c'est l'illustration parfaite de cette tension. Ils étaient très présents au début, mais maintenant, c'est de plus en plus limité à cause des questions de sécurité nationale. Et l'immobilier alors? Les documents en parlent un peu moins, j'ai l'impression. C'est juste. Oui, il y a des achats dans l'hôtellerie de luxe, des bureaux. On voit ça au Royaume-Uni, en France, en Espagne. Mais bon, si on compare avec d'autres grands investisseurs mondiaux, ça reste relativement modeste. C'est pas là le cœur de la stratégie chinoise en Europe, visiblement. D'accord. Alors face à tout ça, comment réagit l'Europe? Parce que ça n'a pas l'air très uniforme comme réaction. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment une mosaïque. Vous avez des pays comme la Grèce, le Portugal ou la Hongrie qui est très ouverte et affiche un soutien clair. Eux, ils déroulent un peu le tapis rouge. Hmm. Et puis, à l'opposé, vous avez l'Allemagne qui a été un peu échaudée par le rachat de KUKA, une de leurs pépites industrielles. Oui, je me souviens. Ou la France qui est plus discrète mais surveille de près. Ils sont devenus beaucoup plus prudents, ils ont renforcé leur contrôle. Le Royaume-Uni, lui, est un peu ambivalent, surtout depuis le Brexit. Et l'Italie?
Ils avaient adhéré aux nouvelles routes de la soie, puis ils ont fait marche arrière, non? Oui, exactement. L'Italie a fait volte-face en 2023. Ça montre bien qu'il y a une prise de conscience, ou en tout cas un changement politique. Et cette tendance, on la sent au niveau de l'UE aussi. Ah oui? Oui, on parle de plus en plus de souveraineté économique. Des mécanismes de filtrage des investissements étrangers sont mis en place, renforcés. Le débat est vraiment lancé. D'ailleurs, une des sources pose la question, un peu crûment, des conséquences géopolitiques de ce qu'elle appelle des enventes de territoire. C'est une inquiétude spécifique à la Chine? La question de l'influence, de la dépendance, elle se pose dès qu'un acteur étranger, quel qu'il soit, prend des positions très fortes dans des secteurs stratégiques. Bien sûr. Les sources notent d'ailleurs que d'autres pays, comme le Qatar par exemple, qui investit beaucoup en France, ont aussi des stratégies d'acquisition très ciblées. Donc l'enjeu de souveraineté, il dépasse le seul cas chinois en fait. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a des investissements chinois en Europe qui sont clairement stratégiques, poussés par l'État chinois, qui visent l'énergie, les infrastructures, la tech, pour gagner du savoir-faire et des parts de marché. C'est ça. Et en face, une Europe qui hésite un peu entre l'accueil de ses capitaux, bienvenue, et une méfiance grandissante, ce qui pousse l'UE à essayer de trouver une ligne commune plus ferme. Ouais, c'est exactement cette tension qu'on observe entre les opportunités économiques d'un côté et les impératifs stratégiques de l'autre. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale pour la suite finalement. Comment est-ce que l'Europe peut trouver le bon équilibre? Continuer à attirer les investissements dont elle a besoin, tout en protégeant son autonomie, son indépendance, surtout dans des domaines aussi vitaux que la technologie, l'énergie ou les infrastructures. Vaste question. En effet, c'est tout l'enjeu pour les années à venir.